Bon matin. Je ne sais pas ce qui se passe, ma caméra ne veut pas coopérer avec moi ce matin. Bon réveil pédagogique, mesdames et messieurs. Et personne qui s'identifie autrement, tout le monde est le bienvenu. On est vendredi, gris, pluvieux, pas le fun. C'est pas comme ça que je veux commencer ma fin de semaine, non. Mais écoutez, il y avait beaucoup de choses se sont passées cette semaine. Et si j'ose dire, des choses qui ne sont pas très agréables. Premièrement, pour tous les étudiants dans le système anglophone et même certains élèves dans le système francophone, pour ceux qui prennent English Language Arts, il y avait le célèbre, le fameux examen d'anglais. 3 journées, 3 heures chaque journée. Écoutez, c'est pas un examen comme compréhension de lecture, répondez à des questions, puis let's go. Non! C'est de la grosse lecture la première journée, une production écrite la deuxième journée, puis une autre production écrite la dernière journée. C'est intense. C'est intense. Là, je ne dis pas que l'examen de français, langue d'enseignement, c'est plus facile, mais c'est juste une période d'examen. Tu as de la préparation en masse, oui, mais wow! Peut-être ça fait longtemps depuis que j'ai enseigné véritablement français, langue d'enseignement. J'ai pas vraiment vécu l'examen depuis quelque temps, mais la dernière fois que je l'ai vécu, l'examen, oui, il y avait toute la préparation avant, c'est beau, mais l'examen en tant que tel, c'était un examen de 3 heures. C'était pas 3 journées consécutives, non. C'est juste une journée. Bon. Mon smoothie, mangue, cerise, banane. Avec un mélange de lait d'avoine et de jus d'ananas. C'est intéressant. Et c'est smoothie et non pas smoothie. Il y a un TH là-dedans, là. Il y a un TH, smoothie. Ça, c'est mon petit caprice. Comme il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand on prononce mal bruschetta, puis gnocchi, moi, quand j'entends smoothie, c'est comme quelqu'un grattait là, leurs ongles sur un tableau. C'est smoothie, TH. Cela étant dit, je pourrais parler longuement de ce qui s'est passé au Texas. Je suis en train de sortir mes affaires de mon sac pour me préparer à ma première période. Je pourrais parler longuement de ce qui s'est passé aux États-Unis, mais premièrement, je ne suis pas américaine. Deuxièmement, je ne comprends pas assez la Constitution américaine pour parler du second amendement. Je sais c'est quoi. Je sais que plusieurs Américains tiennent mordicus à cet amendement-là, mais si au moins il y a une chose sur laquelle je peux m'exprimer, c'est que les profs n'ont pas envie d'être armés. Les profs ont déjà assez sur leur assiette que d'armer un enseignant pour défendre la classe, non. Un tueur, un meurtrier, un fou qui rentre est beaucoup mieux équipé, c'est une façon de le dire, qu'un prof qui va défendre sa classe avec un pistolet. Et là, je suppose que ça va être un pistolet parce que je vois mal les écoles équiper les profs avec des fusils automatiques. OK? You've got your dictionaries, you've got your workbooks, and you've got your AK-47. Yay! Non. Donc,
Puis comme j'ai entendu sur une chronique de Patrick Lagacé hier, un spécialiste parlait du fait que tirer un fusil, c'est pas quelque chose qui se fait facilement, comme on se brosse les dents. Non. Il y a beaucoup d'émotions à gérer quand on vit une situation d'urgence, puis ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire instantanément. Puis, c'est triste, mais ayant lu certains commentaires en ligne au sujet des enseignants aux États-Unis, il y a certains enseignants américains qui ont positionné la classe, ont placé les bureaux, ont placé leurs bureaux pour éviter ce genre de situation. Comment est-ce qu'ils peuvent barricader la porte? Comment est-ce que les élèves peuvent se cacher le plus possible pour éviter de se faire tirer dessus? C'est triste. C'est triste de concevoir l'enseignement de cette façon-là. Et on le dit partout, pas juste sur YouTube, mais dans les journaux, dans les chroniques. C'est seulement aux États-Unis qu'on parle de cette réalité-là. On n'en parle pas ailleurs, qu'il faut considérer, rajouter à la formation enseignante une formation policière, militaire. Je m'excuse, mais j'ai bien d'autres choses à gérer dans ma classe que de penser il va falloir que je m'équipe, il va falloir que j'apprenne comment manier un fusil. Non, merci. Non, merci. Donc, c'est vraiment la seule chose que je peux partager comme opinion. Est-ce que je suis dégoûtée? Oui. Est-ce que je suis écœurée, fâchée? Oui. Est-ce que je trouve que certains Américains sont égoïstes? Oui. Oui. En caractère gras puis surligné en plus et souligné. Je crois qu'il y a certaines personnes aux États-Unis qui sont excessivement égoïstes et ne pensent pas. Non, je ne veux pas dire qu'ils ne pensent pas d'une façon contemporaine et moderne. C'est pas ça que je veux dire. Ils sont en train de baser leur façon de penser sur des idéologies qui étaient potentiellement valides au 18e siècle ou même au 19e siècle. Mais ce n'est plus le cas parce qu'ils essaient de transposer une pensée moderne, okay, une idéologie, une philosophie qu'ils croient moderne, mais avec des balises qui sont archaïques, puis qui sont... Parce que le deuxième amendement, là, si je ne me trompe pas, le peu que je connais de cet amendement-là, c'était dans les années 1800. Ça fait une secousse. It's been a while. Just saying. It's been a while. Et la réalité à cette époque-là, peut-être, justifiait cet amendement. Mais je ne pense plus que ce soit le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, une autre chose est arrivée. Ah, la loi 96. Bon. Ça aussi, je pourrais parler longuement. Je pourrais citer les ouvrages de Richard Boulris, que j'ai d'ailleurs rencontré virtuellement lors de mon cours d'université l'année passée. La langue française n'est plus en danger. La lumière s'est éteinte. La langue française n'est plus en danger. La langue française, le français au Québec n'est plus en danger, n'est plus menacé. Peut-être on le voit à Montréal, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Okay? Le français,
le français, grâce à la loi 101 qui a été nécessaire, a protégé la langue française et fait en sorte qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, nous avons des mesures pour assurer la survie du français. Je ne pense pas que ce soit nécessaire aujourd'hui d'apporter des protections supplémentaires qui risquent de créer, puis là, je pense plus au cégep. Parce que les cégeps, en ce moment, on parle d'un manque d'espace dans certaines écoles, mais il y a le même problème dans les cégeps. Et là, en essayant de restreindre l'accès au cégep, en limitant le nombre d'inscriptions au cégep, bon, OK, peut-être ça va peut-être permettre à plus d'élèves anglophones à aller dans les cégeps, mais veut pas, il y a plusieurs élèves francophones qui veulent aller au cégep en anglais. Pourquoi? Parce que peut-être ils comprennent très bien que leur avenir dépend d'une maîtrise, une bonne maîtrise de la langue anglaise. Et non pas au détriment, ou pas au détriment, mais s'ils veulent apprendre l'anglais, c'est pas parce qu'ils veulent négliger le français. C'est qu'ils savent pertinemment que pour réussir, pour avoir un avenir pavé de succès, il faut être bilingue, il faut maîtriser les deux langues. Donc, si on limite l'accès au cégep, il va avoir un problème, il va avoir un débalancement, il va avoir le même problème qu'on voit dans les écoles secondaires et primaires en ce moment, où on va avoir des écoles qui débordent, des écoles francophones qui débordent, et nous allons avoir des écoles anglophones, des cégeps, dans ce cas-ci, des cégeps avec de moins en moins d'inscriptions. Mais il va y avoir des cégeps qui débordent, donc il va y avoir un problème du côté des cégeps. Ça va créer beaucoup plus de contingentement parce que si certains programmes se disent, ben, on va peut-être limiter l'accès, on limite l'accès, il faut avoir les meilleurs, je sais pas, OK? Je crois que ça va causer beaucoup plus de problèmes. Puis là, je parle pas des droits, là, parce que ça a été clair. Plusieurs personnes croient que leurs droits sont bafoués, et c'est vrai. Mais là, je parle d'un point de vue stratégique, là, non, ça fonctionnera pas. Ça va créer un débalancement, comme on le voit en ce moment dans les écoles primaires et les écoles secondaires. Quand on pousse, quand on force les gens à aller vers une école, ça crée un débalancement. Puis c'est pas un débalancement qui est bon. C'est pas un débalancement qui est bon. Puis j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'en ai parlé à plusieurs reprises. On se plaint qu'il y a un manque de profs. On se plaint qu'il y a des problèmes, que les classes sont surchargées, sont surpeuplées, il y a trop d'élèves. Mais la solution est là. Au lieu de forcer un paquet d'élèves dans un coin, peut-être les éparpiller un peu partout, hein? Créer un peu plus de place, permettre à tout le monde de respirer. Donc, je ne pense pas que c'est puis je ne suis pas la seule. Je crois que la loi 96 est une très mauvaise idée parce que le français n'est plus en danger. Le français n'est pas en danger. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Puis si vous voulez, je peux apporter les études, je peux apporter les recherches. Richard Bourris a fait des études, a fait son doctorat sur ça. Son doctorat, oui. Il enseigne à l'UQAM, à l'UQAM, il a parlé à McGill. Puis c'est un francophone. Okay? Bon, je suis en train de parler, j'entends les élèves arriver, puis il va y avoir du bruit dans le corridor. Sur ce, mesdames et messieurs, dans la pénombre noirceur de ma classe, parce que la lumière ne voulait pas rester allumée, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon vendredi. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.